Notre présentation s'appelle Arpenter le chemin. Ok, ça marche. Quand j'avais 9 ans, ma maîtresse, Madame Albertine Dibeux, m'a appris une chose. Le point culminant de la Côte d'Ivoire se nomme le mont Nemba et il fait exactement 1753 mètres. Pas 1752, pas 1754, mais exactement 1753 mètres. Et gare à celui qui se trompe sur ce nombre, ce chiffre, il subit la chicote de Madame Albertine Dibeux. Une vingtaine d'années plus tard, et beaucoup de chicotes aussi plus tard, il y a un maître au nom totalement improbable, qui est entré dans mon Facebook, on a pu le dire, et qui m'a demandé: salut Chris, il paraît que tu as escaladé l'agent de mont. Veux-tu escalader le mont Nemba? Je lui ai demandé, la peur là, tu t'appelles vraiment Mini? Et ensuite, je lui ai dit oui, un oui sonore, bien sûr. C'est un peu comme si, c'est pas pareil, mais c'est un peu comme si on te demande: est-ce que tu peux avoir la carrière de Beyoncé, de Drogba, de Steve Jobs, de Go? Tu dis oui, bien sûr. Et puis, ça fait casse sur un CV. Je vais ouvrir une conversation avec une petite. Je vais gravir le mont Nemba. Comme disait Morpheus dans Matrix, et nous l'avons Construit ici, Andula. en français, c'est peut-être plus simple. Et c'est une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Nous étions beaux, selfies, magnifiques à Abidjan. Nous connaissions tout ce qu'il fallait savoir sur le mont Nemba. Merci Papa Google. Nous avions toutes les données. Nous étions fin prêts à traverser une bonne partie de la Côte d'Ivoire pour enfin arriver au fameux village de Yaleu. Yaleu, dernier village, dernier bastion de toute présence humaine avant l'aventure avec le mont Nemba. Nous étions frais. Comme vous pouvez le constater, nous avions nos beaux vêtements achetés dans un magasin de la place, nos beaux sacs orange tout neufs, des citadins au village, nous allions tout déchirer. Jour J plus 4. Nous voilà, nous sommes de retour, nous arrivons à Yaleu, nous sommes sales, ça fait 4 jours que nous ne sommes pas lavés. Nous ne sommes plus beaux, nous avons perdu tout notre éclat, nous ne sourions plus et surtout nous sommes silencieux. Mais il y a une autre différence, notre regard a changé. Notre porte de tête est différente, notre démarche est différente. Nous avons le regard des personnes qui ont arpenté le chemin. 4 jours plus tard, effectivement, nous ne sommes plus beaux, mais nous sommes devenus extraordinaires. Que s'est-il passé? Ah, c'est ça que je dis quelqu'un. Exactement, comme des experts. Et donc, que s'est-il passé? Nous retenons 3 leçons. La première que je lis ici, quel que soit le rêve, célébrons chaque étape avant d'atteindre le sommet. Ce qui était difficile, je pense que je vais toujours me rappeler de la première heure, lorsqu'on a quitté le village de Yaleu et entré dans la forêt. En fait, c'est une jungle. Au départ, on l'appelait forêt et après, on s'est rendu compte que c'était une jungle. On a marché pendant près d'1 heure et 2 heures. Et on l'a reçu comme une gifle. Je lui ai dit, on montait une pente de près de 40 degrés. Tout était boueux. On avait mal partout. On suffoquait. Arrivé un moment, tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et ça, c'est seulement au bout de 2 heures, alors qu'on doit faire plus de 2 jours de marche. On s'est dit, on va individuellement, parce qu'on a un peu honte l'un de l'autre, voilà, on fait un peu le malin, mais on s'est dit individuellement, je pense qu'on ne va pas y arriver. Et ce n'était pas le pire. Le soir, lorsqu'on a eu enfin droit au repos, on a subi une attaque de fourmis mognons, parce qu'on a eu la somptueuse idée de manger juste à côté de nos tentes. Donc on ne pouvait pas dormir, parce que dans la jungle, les fourmis mognons sont les reines.
Et ce n'était pas le pire. On s'est retrouvé dans une forêt de sangsues. Il y a un de nos amis qui était plein de sangsues. Ce n'était pas le pire. Le soir, tu dors, tu te réveilles, tu as le visage marqué, à la limite purulent, parce qu'il y a une bestiole, on ne sait pas laquelle, on la cherche encore si vous la connaissez, qui t'a piqué le visage dans le pourtour des oreilles. Et ce n'était pas le pire. Et à chaque fois. Et le pire, c'est que si jamais c'était quelqu'un qui nous avait amené là, on aurait dit, il faut que ce gars-là parte en prison. Non, c'est nous-mêmes. On est venus, on dit, on va connaître le monde Nemba. Mais il y a une chose extraordinaire parmi toutes ces difficultés. C'est que chaque fois, à chaque étape, lorsqu'il y avait une pause, et lorsqu'on regarde, lorsqu'on tombait sur quelque chose d'extraordinaire, parce que des choses extraordinaires, il y en a, toute cette douleur passée, je lui dis les pieds qui sont gonflés, les sangsues, le pus, tout ça, tout disparaît. Et le souvenir le plus mémorable, c'est lorsqu'on s'est retrouvé à près de 800 mètres d'altitude dans une savane. On traverse la jungle et on se retrouve dans une savane. À perte de vue, on se demande mais qu'est-ce qui se passe? Et le sol est dur comme de la roche. Et en fait, on se rend compte que c'est une savane, c'était une forêt avant, mais qui a subi une activité volcanique. Et tout a été rasé. Et c'est magnifique. Tu as l'impression de te retrouver dans Jurassic Park, pour ceux qui connaissent. C'est juste extraordinaire. Et on était comme des enfants, fatigués, il y avait une sorte de regain d'énergie. On était là, on se demandait, on savait qu'on était les seuls à voir ce paysage-là. Et on le célébrait. Et on devait y aller. On était triste parce qu'il y avait encore la douleur, mais à chaque pause, et c'était magnifique. Et ce qu'on peut retenir de cette étape-là et de cette leçon, c'est que les limites, finalement, ne sont qu'un écran de fumée avant la prochaine étape de notre rêve. La deuxième leçon que nous avons apprise pendant cette aventure est la suivante. Quand on choisit un objectif plus grand que soi, malgré les doutes, on voit toujours le sommet. Nous voilà donc en pleine jungle à la poursuite de notre rêve. Atteindre l'objectif, le sommet Richard Mollard, qui est le plus haut sommet de la chaîne de montagnes du Mont Nemba. Nous avons tous été attaqués par une chose qui est très commune et que nous avons tous, qui s'appelle le doute. Le doute. Le doute, c'est cette petite voix qui nous dit « tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas assez forte. Physiquement, non, tu n'es pas assez prête, tu n'es pas allée assez à la gym, c'est pas possible. Tu n'as pas assez de souffle, tu n'es pas assez grande, tu n'es pas assez petite, tu ne pourras pas courir plus vite que tout le monde. » C'est cette petite voix que nous avons tous et qui nous attaque quand on commence toute entreprise dans la vie. Et je vais me taire pendant 5 secondes pour que nous écoutions tous cette petite voix. C'est cette petite voix qui vous a dit pendant ces 5 secondes, mais quelle petite voix? Je n'entends rien. Elle est peut-être fausse, cette fille-là. Cette petite voix. Et elle nous a tous attaqués individuellement pendant cette aventure. Et le souvenir que j'ai de ce moment de doute était le deuxième jour, je me souviens, sous la tente. Comme une bonne citadine, j'ai planté ma tente sur un gros caillou et j'ai posé mon sac de couchage sur un gros caillou, donc incapable de dormir en entendant les bruits de la brousse. Je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Je suis tellement fatiguée, je n'arrive pas à dormir. Est-ce que je vais vraiment pouvoir me ressourcer pour continuer cette aventure? Le deuxième grand doute qui nous a tous habités, et là c'était un doute collectif qui a attaqué toute l'équipe, c'est quand nous sommes arrivés à la deuxième pause, après la savane dont Chris a parlé. Alors, nous sommes arrivés à un deuxième camp que nous avons tous baptisé le camp Chris Nguessan. Et la particularité de cette pause est que nous n'avions plus de vivres parce que nous avions programmé 2 jours pour cette aventure et en fait il en fallait 3. Il nous restait une journée à parcourir, nous n'avons plus de vivres, nous n'avons plus d'eau. Que faire? Comment est-ce que nous continuons notre aventure? Nous sommes épuisés. Et là, nous nous regardons tous, nous nous demandons, je pense que l'aventure va s'arrêter là, à cette pause, et nous allons rentrer sur Abidjan. Mais pendant ce moment, il y avait une chose constante. On voyait le sommet Richard Mollard pendant tous nos moments de doute, pendant toutes
nos conversations sur ce sujet. Et voilà ce que nous avons appris. Si nous pouvons créer nos doutes, nous pouvons également les détruire et atteindre notre objectif. Et nous avons détruit collectivement ce doute. Voilà ce que nous avons décidé. Et ça, c'est la leçon numéro 3. Quelle que soit la situation de chaque personne, nous pouvons tout déchirer en équipe. Et comme mes frères sud-africains diraient, Ubuntu. Comment est-ce que nous avons surmonté cette épreuve, ce doute collectif? Nous avions deux choix. Soit laisser les personnes qui étaient physiquement plus fortes continuer l'aventure et atteindre de sommets seules, et laisser les personnes qui étaient trop fatiguées derrière. Ou la deuxième option que nous avons choisie et qui était la meilleure, il a été de dire que les personnes qui avaient encore des ressources physiques allaient descendre à 800 mètres, chercher de l'eau pour tout le monde et remonter les 800 mètres afin qu'on puisse tous se ravitailler et avoir l'énergie de continuer et de grimper ce sommet ensemble. Et je suis convaincue que c'est cette décision de continuer cette aventure en équipe qui a complètement transformé cette aventure. Nous sommes arrivés sur le Mont Nimba comme Chris, Myriam, Youssouf, Moussa, Astrid, Mini, Ariane, et nous étions tous des individualités. Ali et Rachid également de Tunisie qui sont venus. Et à partir de cette décision, nous nous sommes transformés en équipe. Notre jeu est devenu nous. Et ça, c'était la beauté de notre aventure qui est devenue une épopée humaine qui ira bien au-delà de l'ascension du Mont Nimba. Et je pense qu'on peut résumer notre expérience par ce proverbe en anglais qui dit tout simplement « If you want to go quickly, go alone. If you want to go far, go together ». Si vous voulez aller vite, marchez seul. Si vous voulez aller loin, marchez ensemble. Quand on entame un rêve, on a tous un rêve en soi. On a envie de créer la multinationale. On a envie de créer, de sauver des millions d'enfants. On a envie de faire plein d'autres choses. Le plus gros cabinet d'Afrique en Afrique. Ah ouais, c'est vrai, le plus grand cabinet d'avocats en Afrique. Elle est avocate, donc... Bon. Mais cela a deux exigences. La première, c'est qu'il faut continuer malgré le doute. Il faut continuer malgré la larme, le sang. Il faut continuer malgré la douleur. La deuxième, c'est qu'il faut s'inscrire dans une dynamique d'équipe. Il faut interagir avec des gens, avec ta communauté, agir pour eux et envers tout. Individuellement ici, on a tous notre Mont Nimba, on a tous notre challenge personnel, on a tous cette ivresse du sommet, cette voix intime qui nous dit « Vas-y ». Il faut juste l'écouter. Et aujourd'hui, si je me retrouve devant ma maîtresse, Albertine Digueux, et qu'elle me demande de savoir, Chris, qu'est-ce que le Mont Nimba? Je n'ai pas uniquement lui parler de ces 1753 mètres. Je vais lui parler du sourire des habitants de Yale. Je vais lui parler de ce magnifique lever de soleil qu'on a vu. Je vais lui parler de l'extraordinaire dévouement de ces deux agents, Khalil et Bamba, de l'OIPR. Je vais lui parler de notre guide, Sylvain, qui nous a dit que le Mont Nimba appartenait à 3 familles ancestrales, Yakuba, qui appartiennent aux 3 pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Guinée. Je vais lui parler du crapaud vivipare, le seul au monde. C'est le seul crapaud vivipare au monde, minuscule. Et le soir, lorsqu'on était en proie au doute, un crapaud qu'on ne voyait absolument pas, il nous est apparu, comme dans un songe, comme pour nous demander, continuez. Et enfin, je vais lui parler de la sensation que c'est de marcher juste entre 2 pays et de se faire traverser par des nuages. Et enfin, je vais lui dire, Madame Digueux, Madame Digueux, le Mont Nimba ne fait pas 1753 mètres, mais 1759 mètres.
Il y a un film qui s'appelle Cloud Atlas, qui est assez méconnu, mais qui est un chef-d'œuvre. Et dans ce film, il y a une phrase magnifique. Et qui dit « Toute frontière, toute limite est une convention qui aspire à être transcendée. Une convention peut être transcendée pour peu qu'on en conçoive que c'est possible. » Quelle est la frontière? Quelle est la limite? Quelle est la convention que vous allez transcender aujourd'hui? Nous vous remercions. Merci. Ouais. Là, t'as pied, attention.